remercie Boris Dufossois du département de l'Indre d'être avec nous. C'était intéressant. Alors, c'est un département avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler pour sensibiliser les élus. Pour nous, c'est assez emblématique parce que c'est déjà un département qui s'est saisi de la question et qui s'est saisi de la question à cause d'un événement qui ne s'attendait pas à voir, en tout cas pas tout de suite, puisqu'il y a eu des feux de forêt majeurs dans l'Indre et ça a été un peu l'électrochoc là-bas. Boris, merci d'être là. Je ne sais pas si Hélène, je ne t'entends pas, mais je crois que Oui, tu voulais placer le film d'abord, mais tu as quelques difficultés. je vais le partager. J'essaie de... Super, Hop, merci. Et puis voilà. Boris, on vous reprend tout de suite. Merci en tout cas de vous être rendu disponible. Oui, donc le département de l'Indre, donc je ne sais pas si vous situez, on est au sud de la région Centre-Val de Loire, dans, dans une zone qui est, on peut dire, assez tempérée, une zone très agricole de la France, et on n'était effectivement pas du tout préparé à avoir de grands incendies comme on peut entendre parfois dans le sud de la France. Et l'année 2019, pour nous, ça a été une année assez, catastrophique parce qu'on a subi donc des grands incendies, hein. J'ai noté donc rapidement là sur la commune de Migné, sur la commune de Chalais, Prissac, donc entre le mois de septembre 2019, hein, 4 septembre 2000, 18 septembre, 150 hectares de landes, de champs et de forêts détruits, 800 hectares de forêts, brandes, herbes sèches, donc deux incendies simultanés, dont un déclenché par les services du département lors d'une opération d'entretien des accotements routiers. Donc ça nous a pas mal touchés. Et depuis, donc on a eu de nouveau des incendies en 2021 à Oulch, 150 hectares de forêt. Donc là, on parle de la région naturelle qui s'appelle la Brenne, qui est constituée de plus de 2000 étangs. Donc c'est une zone, en plus, zone humide, Ramsar, qui, voilà, qu'on s'attendait vraiment pas à voir subir ce genre d'événement. Voilà. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est Oui. bon. Oui. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience. Donc, si on arrive à vous mettre la vidéo de l'incendie, c'est vrai que c'est quand même assez fort, hein. C'est une vidéo prise un peu au cœur de l'incendie. Donc, c'est assez marquant. Et du coup, face à cette prise de conscience, alors en 2019, hein, les grands incendies, mais on en a discuté, hein. En fait, il y a eu tout un tas aussi d'autres événements qui sont très bien relatés dans la presse. Comment vous avez du coup décidé d'agir et comment vous êtes organisé? Comment vous avez pensé cette réflexion au sein du département? Alors en fait, en 2019, la préfecture de son côté avait entamé, à la demande du préfet, une réflexion sur le changement climatique à l'échelle départementale. Il y a eu des rencontres de tous les acteurs concernés par le changement climatique qui ont été rencontrés par la DDT, dont le département. Et donc on a participé, nous, à une première rencontre et ça, voilà, les échanges se sont bien passés et l'idée de faire émerger un projet qui implique les élus, l'ensemble des structures, que ce soit les collectivités, les chambres consulaires, les associations, des entreprises privées, enfin, etc. On a donc commencé à vouloir faire émerger donc une sorte de démarche collective à la fois d'état des lieux et d'élaboration d'une stratégie d'adaptation. Donc ce projet s'est appelé donc Stratégie Climat 36, a été soutenu par l'ADEME, qui expérimentait pour la première fois la mise en œuvre de la méthode TACT à l'échelle d'un département complet. C'était une méthodologie qui avait déjà été testée à l'échelle communale et intercommunale, et là, c'est testé à l'échelle d'un département complet. Et donc là, on arrive en phase finale des travaux, puisqu'on a eu hier un atelier, hier après-midi, un atelier là, dans le cadre de la stratégie Climat 36 avec encore une cinquantaine de structures partenaires. Et le 10 décembre, on va avoir donc une restitution finale de ce travail. Et ensuite, on va passer en mode
on va changer un petit peu de méthodologie pour passer en mode suivi et mise en œuvre de notre programme d'action avec l'ensemble des structures partenaires. Alors pour méthode TACT, oui, je reprends. TACT, ça veut dire trajectoire d'adaptation au changement climatique des territoires. Merci Boris. De mon côté, votre présentation, elle défile pas, mais vous avez. Ouais, alors je la fais pas Il n'y a pas défiler. de souci, hein, je suis désolée, on a beaucoup de bugs ce matin, mais voilà, c'est ça Euh, aussi, s'adapter. Euh, du voilà. coup, Je sais oui, pas si vous on voyez. peut faire là. C'est intéressant parce qu'il y a quand même finalement beaucoup de choses, parce que souvent, nous, on a des questions autour de dans quel territoire va être épargné par le changement climatique. Voilà, malheureusement, aucun territoire, chacun aura ses difficultés qui peuvent être différentes du voisin, mais c'est vrai que là, vous aviez regardé tout ce qui était sorti Oui. dans la Dans presse, la presse, notamment. voilà. Il y Alors a eu quand c'était même beaucoup de choses. pour que ce soit assez concret. Voilà, je suis parti d'articles de presse. Donc là, vous avez des images, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, de la grêle qu'on a eue le 22 mai 2022. Donc en plein cœur de la préfecture du département à Châteauroux. Donc là, les toitures bleues que vous voyez sur la droite, ce sont toutes les toitures bâchées. Il y a eu et puis bon, quelques voitures qui ont été grêlées. Et pour l'avoir vécu en famille, c'est très très traumatisant, hein. On a reçu des grêlons de la taille de balles de tennis et, les gens en parlent encore aujourd'hui, hein. Ça fait déjà 2 ans. Voilà, et donc voilà, ça nous a permis d'apprendre ce qu'était un orage supercellulaire au passage. Après l'avoir admiré, on en a subi les conséquences. Là, j'ai d'autres articles. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, là. J'ai On voit l'impression. bien. On voit Ouais, bien. voilà. Donc là, c'est aussi des articles de presse, toujours de la Nouvelle République. Là, donc c'est notre journal de presse quotidienne régionale locale. Donc là, bon, canicule, des records de température pour un mois de juillet battus. Donc en 2022, on a battu le précédent record qui était de 2019, donc très peu de temps avant. Et donc là, après, on voit même certaines conséquences qui ont des effets à la fois sur les personnes âgées, dans les maisons de retraite, vague de chaleur dans l'Indre, quel dispositif pour protéger les personnes âgées. On a eu aussi, donc là, le département, nous, on s'occupe des collèges. On a eu un report du brevet des collèges, bon, qui a été national, hein, qui a concerné tout le monde, mais c'est vrai qu'en termes d'organisation de ce type d'organisation, voilà, il faut rappeler les chefs cuisiniers parce qu'il va falloir faire une semaine de cours de plus, il va falloir, enfin, etc. C'est une organisation un peu complexe à gérer dans les collèges. Ensuite, on a eu aussi beaucoup d'inondations. Ça touche le sud du département. On est donc sur les premiers contreforts du Massif central, la vallée de la Creuse, la vallée de l'Anglin. Là, on a eu des inondations avec particulièrement une commune qui est touchée à répétition, la commune de Bélabre, qui a été touchée en 2016, 2021 et 2024, alors que bah, de mémoire d'habitants, il y avait des maisons qui n'avaient jamais été inondées et qui ont été inondées à plusieurs reprises ces derniers temps. Et c'est vrai que c'est pareil, la ville d'Issoudun. Alors eux, la ville d'Issoudun, ils ont eu une inondation par la nappe et qui a mis très très longtemps à se résorber avec des maisons qui ont trempé dans l'eau pendant très longtemps. Et ça, voilà, ça a été des événements très difficiles à vivre pour les habitants, avec des répercussions économiques, des répercussions aussi en termes de santé mentale. Enfin voilà, ça a été des choses assez traumatisantes pour les habitants. Et puis nous, au niveau des services du département, qui ont nécessité aussi pas mal de mobilisation des agents du département enfin, sur les réseaux routiers départemental pour tout ce qui est évacuation d'eau, pour tout ce qui est circulation routière, etc. C'est vrai que c'est des choses assez difficiles à gérer, surtout quand en fait on n'est pas bien préparé en amont. Alors, je peux rappeler aussi rapidement le contexte un peu de l'Indre. On est sur un département qui est à la fois très peu dense, hein, on a 32 habitants au kilomètre carré. On a un indice de vieillissement qui est très élevé par rapport à la moyenne nationale, hein. On a un indice de vieillissement de 142, donc c'est le rapport des plus de 65 ans sur les moins de 20 ans. La France, c'est 86 et l'Indre, c'est 142. On a une population qui n'est pas très fortunée. On a seulement 40% des foyers qui sont imposables au titre des revenus. Mais voilà, ça fait que les bases fiscales du département et des collectivités sont, voilà, en fond qu'on a des collectivités pas très riches
qui ont des fois des difficultés budgétaires pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions de prévention. Et puis voilà, notre population diminue, elle vieillit et le nombre d'emplois diminue aussi. Et donc, quand il y a des filières économiques départementales, ben, on essaye qu'elles soient le moins possible en souffrance. Donc là, on voit des articles qui concernent essentiellement le secteur agricole et piscicole. C'est les deux gros secteurs économiques du département. Donc, sécheresse, le risque de terre incultivable dans l'Indre. Là, on parlait tout à l'heure de la sécheresse des sols. Nous, c'est vraiment des choses qu'on observe fortement. Pareil dans les élevages. La pisciculture est très touchée également, avec des problèmes voilà, d'oxygène dissous dans les étangs qui font que des poissons meurent assez facilement. Et c'est vrai que c'est complexe à gérer. Également des problèmes sur les répercussions touristiques. On a un très grand lac de barrage, le lac des Gusons, qui est un des hotspots touristiques du département, qui est régulièrement victime de problèmes de cyanobactères avec des interdictions de baignade et des interdictions d'activités aquatiques. Donc ça, c'est assez problématique. On a eu également en 2019 un forage qui a lâché. Donc ça, c'est le seul cas qu'on ait eu dans les dernières années là, de, de, voilà, de forage qui lâche, qui alimente en plus. C'est une commune qui n'est pas interconnectée avec d'autres syndicats d'eau potable. Donc il a fallu qu'ils remettent en service un ancien forage qu'ils avaient, qui n'avait pas été rebouché et ils ont utilisé de l'eau en mélange, sachant que le forage a lâché de façon assez soudaine, c'est-à-dire qu'on avait une baisse assez linéaire de son niveau, du niveau de la nappe, et puis d'un seul coup, on a eu une marge d'escalier verticale qui est apparue et à laquelle personne ne s'attendait. Voilà, maintenant, c'est des choses qu'on surveille parce qu'on sait que ça peut se produire, quoi. On a eu également beaucoup de mortalité de poissons dans l'Indre. Là, donc, on aborde plus la question des milieux naturels qui sont très touchés. On a des rivières comme la Bouzanne dans le sud du département qui avaient l'habitude de toujours avoir un écoulement. Et là, on a voilà, des rivières qui cessent de couler à certaines périodes de l'année. Et donc, ça devient très préoccupant. Voilà, l'activité pêche et puis les milieux, c'est des choses qui sont assez impactées par toutes ces questions. Et voilà, mais bon, voilà. Merci beaucoup, Boris. Je trouve que c'est intéressant de voir que déjà, il y a beaucoup d'impacts. On parle de réchauffement climatique, mais c'est vrai que c'est un changement climatique et que ça Mm, change beaucoup de choses. Je trouve que votre témoignage il est intéressant parce que ça montre qu'il y a beaucoup d'impact, mm, que ça touche le quotidien des gens parce qu'on le voit de plus en plus dans les journaux, ce qu'on ne voyait pas. Moi, quand j'ai commencé il y a quelques temps déjà, on n'en parlait pas et je pense qu'on fait de plus en plus le lien aussi avec le changement climatique parce qu'avant on en parlait, mais c'était un peu la faute à pas de chance, etc. Donc maintenant on le voit de plus en plus. Et puis votre témoignage il est intéressant parce que vous avez dû gérer ça en fait, hein. Bon, mm. voilà, moi en tant que parent d'élèves, j'ai vécu le décalage du brevet, mais je l'ai vécu côté parent. Vous l'avez connu côté département qui doit organiser ça dans ses collèges et qui doit veiller à ce qu'on réouvre et mine de rien décaler de 3 jours un brevet. Bah, ça demande à tout changer en termes d'organisation. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Justement, que de s'adapter aussi, c'est anticiper tout ça et c'est anticiper aussi des choses très concrètes dans la vie des gens. Donc c'est pour ça que c'était intéressant aussi que dans du coup, que vous ayez cette vision-là et que vous ayez regardé ça avec, on a cité vos partenaires, hein, mais notamment l'ADEME et les services de l'État. Donc très intéressant pour nous. Est-ce que, voilà, vous avez quelques années de recul par rapport à cette stratégie? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Et peut-être la question, parce que là, on est sur un webinaire donné. Comment vous vous êtes servi des données? Parce que là, on voit beaucoup d'images et on sait que c'est très Mm. important les images pour parler aux gens. Est-ce que vous, à titre personnel, et n'hésitez pas à dire si c'est non, hein, enfin voilà, est-ce que vous avez l'impression notamment que les chiffres, ça aide à mobiliser les élus, à mobiliser la population? Bon, finalement, c'est ce genre d'événement. Voilà, je vois une photo de poissons morts. Est-ce que c'est peut-être ça qui est plus impactant ou de faire un peu les deux? Oui, oui, alors, je vais juste dans les actions qu'on a mis en place dans le cadre de la stratégie Climat 36, il y a eu le travail de formation des élus. Et dans le travail de formation des élus, il y a eu beaucoup, beaucoup de chiffres qui ont été présentés, des graphiques, etc. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas tellement ça qui touche les élus au premier abord. Ils sont davantage sensibles
aux impacts qui les touchent vraiment directement. La, la- oui, oui, c'est des choses qui peuvent être un peu théoriques. Les chiffres et les graphiques, ça peut avoir tendance des fois à rendre certaines choses abstraites, des cartes qui sont dans le futur. Bon, c'est utile à la compréhension. Ça, je pense que ça convainc et ça documente les gens qui sont déjà au courant du sujet. Mais je pense pas que ce soit la meilleure porte d'entrée dans le sujet, en fait. C'est un... Oui, c'est davantage par les événements climatiques eux-mêmes que les gens entrent dans la démarche. Ensuite, ils ont accès à de la donnée plus précise, scientifique, et éventuellement, ils s'intéressent aux autres secteurs et aux autres vulnérabilités qui peuvent les concerner. Mais c'est vrai que là, c'est souvent par des catastrophes qu'ils entrent dans le sujet. Oui. Nous-mêmes, en tant qu'être humain, de toute façon, en général, Mm. voilà, il y a un petit, on se souvient d'un avant-après. Euh, Après, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est justement, et on est dans un webinaire data autour de la donnée, c'est un peu la question qu'on vous laissera et un peu les devoirs pour tous ceux qui participent. C'est effectivement comment on peut passer de données qui sont extrêmement importantes, et voilà, on a besoin de ces données pour calibrer, comment on peut faire en sorte de leur donner sens, de les visualiser. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil de visualisation qui est finalement plus important, qui est plus impactant que juste faire une carte avec du rouge ou du vert, parce que certains, ça les fait mobiliser et d'autres pas. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir autour de la donnée. On l'a, la donnée. On l'a, en fait, hein. C'est un peu les conclusions qu'on a. Cette donnée, elle existe. Et comment on la fait vivre pour que ce soit utile, pour que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire. Voilà, moi, vous avez entendu dans ma présentation, j'essaye de faire un peu des rappels, de vous dire, voilà, 1,1 degré, c'est 125 000 ans. C'est peut-être plus parlant que 1,1 degré qui ne parle à personne. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, d'essayer de montrer, donner à voir ce que ça peut être 4 degrés. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Boris. J'ai pas vu de questions. Alors, si, il y avait une question précise, mais je pense qu'il venait peut-être Mm. d'un service de l'État. Comment vous articulez la stratégie que vous êtes en train de développer et les plans climat, les PCAET qui doivent exister dans votre territoire? Et moi, je rajouterais la question avec au-dessus, avec le schéma régional. Est-ce que vous avez cette interaction avec le niveau au-dessus et le niveau en dessous en termes d'échelon administratif? Oui, oui, alors en fait, la stratégie Climat 36 fédère déjà beaucoup de collectivités, des communautés de communes, un parc naturel régional, des communes. Et donc, ces collectivités, parfois, sont parties avant la stratégie Climat 36, parfois, c'est des démarches concomitantes. Et en fait, à chaque fois, les dispositifs dialoguent. Également au niveau régional, on a une COP régionale qui a été mise en place sur les questions à la fois d'adaptation, de réduction des émissions et de biodiversité. Donc tous ces éléments, bien sûr, en fait, les différentes structures participent aux travaux des uns et des autres, quoi. C'est-à-dire que le département se rend dans les comités de pilotage et les groupes des ateliers, groupes de travail des différents PCAET qui se mettent en place. Également au niveau de la COP régionale, on essaie de dialoguer. Hier, la région était présente aux ateliers donc, mis en place par le trinôme DDT, ADEME, département qui pilotons la stratégie Climat 36. Il y a du dialogue, évidemment, ouais, il y a des... Et les solutions, de toute façon, se feront que dans un travail collectif et dans la concertation. Ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus de nos travaux, c'est qu'on ne peut absolument pas mettre en œuvre les solutions de manière isolée. Les chaînes de compétences sont toujours partagées entre différents échelons territoriaux. Et donc, c'est hyper important. Le lien avec les entreprises, là, je vois la question qui apparaît, se fait via les chambres consulaires, en fait. On travaille avec la CCI, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture de l'Indre. Et donc, les principales entreprises, d'ailleurs, du département étant des entreprises agricoles. Donc, on est en lien avec ces professionnels. On est en lien également, on est en train d'élaborer un schéma départemental d'alimentation en eau potable. On a également tous les syndicats d'eau potable qui sont en lien avec les entreprises grosses consommatrices d'eau et on est en train de mettre en œuvre des programmes, des plans, des investissements pour justement essayer de faire en sorte que les ressources en eau soient les mieux partagées possibles, quoi. Donc là, j'ai mis des diapos, je pense que vous le voyez à l'image, d'initiatives qui ont été mises en œuvre un peu suite
à ce qu'on a constaté. Donc, il y a eu beaucoup de formations dans un premier temps, mais également de plus en plus de plans de prévention des risques qui se mettent en place à différents niveaux, à différents échelons. Ça, c'est une des leçons qu'on a retenues, hein, c'est que le meilleur moyen, c'est de se préparer aussi sur le plan organisationnel. On pense beaucoup à la résilience et à la robustesse des investissements, mais en fait, la dimension organisationnelle est presque plus importante. Se préparer, c'est vraiment le plus important. La- Essayer d'avoir se préparer au bon geste, au bon moment et s'organiser, ça, c'est vraiment des choses qui s'avèrent hyper importantes, au moins dans les premiers temps, quoi. On a également, on le voit même dans dans les investissements, là, au département, donc on a le service départemental d'incendie et de secours s'est doté de nouveaux types de matériel. C'est vraiment des camions avec des cabines pressurisées, aspergées d'eau pour pouvoir pénétrer des grands feux de forêt, hein. C'est des camions qui valent quand même 240 000 euros pièce, qu'on s'attendait pas du tout à acheter dans l'Indre. Et voilà, d'ailleurs, des camions qui ont été acquis dans des groupements de commandes qui étaient avec des départements plutôt méditerranéens et qui, eux, ont l'habitude de travailler avec ce type de travail, de matériel. On a également un gros travail qui a débuté autour de la végétalisation des cours d'école. Donc là, on voit un exemple à Châteauroux, là, d'aménagement récent. Donc il y a eu des bitumisations et plantation donc de végétalisation, enfin de gazon, d'arbres, notamment aux abords des bâtiments. Également un travail qui est fait au niveau des maisons de retraite, qui essayent de s'adapter. Alors il y a des adaptations très rapides. Alors c'est vrai que le climatiseur, c'est plutôt la phase d'urgence, on va dire. Ensuite, on essaie d'avoir une réflexion plus globale sur le bâtiment, d'essayer d'utiliser des matériaux avec un fort déphasage thermique pour pouvoir justement faire que le bâtiment ne monte pas en température quand on a des épisodes de canicule. On a le même travail au niveau de nos collèges. On a un programme de 30 millions d'euros sur 10 ans pour nos 27 collèges publics du département. Donc on est un tout petit département, donc on a peu de collèges, mais on s'y attelle. On a déjà fait un gros travail de végétalisation sur 8 collèges, qui est donc 4 l'année dernière, 4 cette année, et puis on poursuit le programme, on déroule. Et puis également dans les bâtiments, on réfléchit sur du rafraîchissement adiabatique dans les salles de cours. On a mis des déstratificateurs dans certaines salles. On joue également sur les matériaux d'isolation, parce qu'on s'était beaucoup penché sur le confort hivernal et assez peu sur le confort estival. Et, euh, et c'est vrai que bah, en travaillant sur les deux, on s'aperçoit qu'on arrive à avoir des bâtiments à la fois performants et agréables à vivre pour enseigner et pour apprendre, quoi. Merci Merci. beaucoup. J'avais peut-être juste une question auquel vous pouvez peut-être répondre en amont, Monsieur Dussosois, et ensuite on pourra passer à la dernière séquence, de savoir si vos plans d'action sont consultables et partageables avec d'autres territoires dans une optique, je pense, de mutualisation et de retour d'expérience. Oui, si vous tapez Stratégie Climat 36 sur Google, alors attendez, je pense que j'ai... Alors oui, non, j'ai encore des petits exemples d'adaptation. Je pensais que c'était la dernière diapo. Non, effectivement, alors là, c'est plus sur le volet agricole et forestier. Donc c'était voilà, des choses qui se mettent en place au niveau des forestiers privés, de l'ONF, de la Chambre d'agriculture et des AOC viticoles. Bon, je passe rapidement. Voilà, donc la stratégie Climat 36, elle est consultable sur le lien Internet. Il y a une page dédiée sur le site de la préfecture, mais bon, voilà, c'est une page commune ADEME département. Et voilà, si on met stratégie Climat 36 sur Google, normalement, vous tombez sur la page. Ensuite, il y a différents onglets, vous pouvez vous promener. Là, vous avez la démarche, tous les documents, absolument tout ce qui a été fait, notamment le diagnostic. On a 16 fiches diagnostiques, on a analysé nos vulnérabilités, enfin voilà, c'est assez complet. Vous aurez la liste complète de toutes les structures partenaires, des personnes qui ont participé à tous nos ateliers. Et le plan d'action sera déposé sur cette plateforme à partir du 10 décembre, puisque c'est la date de la restitution. On va s'appuyer sur le CAUE
de l'Indre pour être un petit peu la structure chef d'orchestre de la suite de la stratégie Climat 36. Donc, ils ont un poste dédié qui a été créé, donc cofinancé par l'ADEME, l'État et le département, pour fédérer les acteurs. Alors, surtout ne pas prendre la place, bien sûr, des spécialistes et des différentes structures dans leur domaine de compétences respectifs, mais vraiment d'organiser des rencontres, d'organiser des visites. On s'aperçoit quand on a questionné les gens qui sont très en demande de visites, d'actions déjà réalisées et d'actions concrètes. Donc ça, c'est des choses qu'on va s'atteler à mettre en œuvre. Et ensuite également réaliser des fiches un petit peu de retour d'expérience. Et on s'est aperçu qu'il était aussi important de capitaliser sur les réussites que sur les échecs. Et il y a une forte demande. On n'est pas très enclin à capitaliser sur les échecs. C'est jamais très valorisant à montrer aux autres. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est super important pour pas que les uns et les autres recommencent indéfiniment les mêmes erreurs de maladaptation qui peuvent être faites par les uns et les autres. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dussessois. Merci beaucoup, Marie. Avant de donner la parole au professeur Duva qui nous a rejoint pour la dernière séquence, je voulais juste effectivement indiquer que dans le prolongement de ce webinaire, on a ensuite un cycle dédié spécifiquement aux méthodologies pour développer en tant que collectivité votre trajectoire d'adaptation au changement climatique, la méthode TACT. Donc, ça fera l'objet des 3 prochains webinaires avec notamment des présentations du jeu sérieux développé notamment par le CEREMA dans le Lot pour justement bien comprendre les enjeux sur l'ensemble du territoire. Il y aura également la présentation de la méthodologie TACT. Donc tout ça, c'est bien prévu avec des retours d'expérience d'autres collectivités territoriales. Et pour les entreprises, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi la question pour les entreprises, 2 webinaires vous seront consacrés en février et en mars 2025, où on vous présentera les méthodologies et les outils qui sont plus spécifiquement développés pour les entreprises. Voilà. Un grand merci, Monsieur Dussessois. Bien sûr, vous pouvez rester avec nous. Marie également, à fortiori avec tous les problèmes informatiques qu'on a pu avoir. Et dans le montage que nous ferons du webinaire, je rajouterai la vidéo sur les incendies pour qu'on se rende compte à quel point c'est traumatisant, surtout dans un département qui n'est pas habitué. Merci beaucoup.